Rectification de la doctrine de Ménard par de nouvelles découvertes de l'anatomie cérébrale. Je voudrais maintenant faire remarquer que les nouvelles acquisitions de l'anatomie cérébrale ont rectifié certains points essentiels de la conception ménarsienne de la structure du cerveau et ont mis en question le rôle qu'il attribuait au cortex. Ces corrections sont liées surtout au parcours de la voie la plus importante et la mieux connue qui va du cortex aux muscles du corps. Tout d'abord, on ne conçoit plus le corps strié comme un ganglion interrompant le faisceau moteur. Les cliniciens Charcot en tête ont montré qu'une lésion de celui-ci n'était redevable de son influence sur la motilité qu'à sa promiscuité avec la dite capsule interne, tandis que des lésions du ganglion sans influence sur la capsule interne ne pouvaient provoquer aucune paralysie. Wernicke approuvait alors qu'il manquait au dit ganglion du pédoncule cérébral une liaison quelque peu importante avec le cortex. Ainsi, le premier internoyau était enlevé au parcours du faisceau de projection ménarsien. L'étude de la formation en phase inégale de la myéline confirma cette hypothèse et ouvrit une nouvelle brèche dans la conception ménarsienne de la structure du cerveau. Fleischig put démontrer que le faisceau moteur allant du cortex cérébral vers la musculature courait de fait sans interruption de la substance grise du cortex au pédoncule cérébral en passant par la capsule interne et qu'il n'entretenait dans le pont aucune sorte de liaison avec le cervelet. On considère maintenant que le faisceau pyramidal représente la liaison directe entre la substance grise de la corne ventrale et celle du cortex. On n'a donc pas retenu l'affirmation de Ménard concernant l'entrelacement du cervelet dans le faisceau moteur. Parmi les gros noyaux sous-corticaux, seul le thalamus optique appartient au cortex. Il est atrophié en cas de malformation congénitale des lobes cérébraux, tandis que le corps strié reste intact en cas de malformation cérébelleuse congénitale. Une importante partie de la substance cérébrale, corps strié, pont et cervelet, se différencie donc du cerveau comme organe dont la fonction est inconnue. Elle a certes avec lui des liaisons importantes, mais en est indépendante du point de vue du développement et du point de vue de la fonction. L'interprétation ménarsienne des deux étages du pédoncule cérébral n'est donc pas tenable, mais elle n'a pu être remplacée jusqu'à présent par une autre, quand il serait question d'une double origine de la moelle épinière. Il ne peut s'agir que d'une origine dans le cortex et le thalamus et d'une origine dans le corps strié et le cervelet. L'ensemble de la structure cérébrale semble culminer dans deux appareils centraux dont le cortex est le plus récent, tandis que le plus ancien, le ganglion de l'encéphale frontal, semble avoir conservé une partie des fonctions. Il semble également qu'une autre partie importante de la doctrine de Ménard, l'hypothèse d'un double faisceau sensible, l'un direct et l'autre réflexe, ne puisse davantage être confirmée. Nos expériences jusqu'à présent nous apprennent qu'aucun faisceau de fibres n'atteint d'autres parties du cerveau sans être entré en relation avec la substance grise de la moelle épinière ou avec des formations qui lui sont analogues, et que les faisceaux réflexes proviennent toujours directement des faisceaux sensibles. Si donc la théorie du rôle dominant du cortex est ébranlée et si l'on s'est vu forcé de transférer dans le cortex lui-même des processus que l'on considérait auparavant comme sous-corticaux, il faut maintenant se demander de quelle façon le corps est reproduit dans le cortex. Je crois qu'apparaît le rejet possible de l'hypothèse d'une projection du corps dans le cortex au sens strict du mot, par quoi il faut entendre une reproduction complète et topographiquement semblable.